l'axe Bamako-Ankara plus que jamais renforcé. Le président de la République en visite inaugure les nouveaux locaux de l'ambassade du Mali en Turquie. C'est parti depuis ce matin pour la 11e édition du festival sur le Niger, une grande mobilisation à Ségou. Quelle industrie culturelle pour l'Afrique? Le thème de cette édition, universitaires et chercheurs y réfléchissent. Coupe d'Afrique des Nations, la compétition se poursuit sans les aigles. Le ministère des Sports, à la faveur d'un point de presse, réitère la fierté du gouvernement devant cette participation et la mobilisation de l'ensemble du peuple malien. Nous sommes mercredi 4 février, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue en ouverture de ce journal. La Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire vient de battre l'équipe de RD Congo 3-1 et se qualifie ainsi pour la finale. Nous vous proposerons le résumé de ce match au cours de ce journal. Nous sommes mercredi, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce jour dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du Premier ministre Modibo Keïta. Avec moi sur ce plateau, Nyanya Aliou Traoré. Bonsoir Nyanya. Oui, tous les bonsoirs. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, examiné une communication et évidemment procédé à des nominations. Avec vous, donc, lecture de ce communiqué du Conseil des ministres. Oui, tous les beaucoup de nominations. Bonsoir à tous. Au chapitre de mesures législatives, au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance autorisant la ratification de la convention de crédit numéro CMNL 135301 signée à Bamako le 17 novembre 2014 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Agence française de développement AFD relative au financement du programme économique et financier 2014-2015 dans le cadre de l'appui budgétaire de la France. Dans le cadre de l'appui budgétaire de la France au financement du programme économique et financier 2014-2015, l'Agence française de développement AFD met à la disposition du gouvernement de la République du Mali un prêt concessionnel de 40 millions d'euros, soit 26 milliards 200 millions de francs CFA. Le prêt sera décaissé en deux tranches, soit 25 millions d'euros et 15 millions d'euros sur une période allant de 2014 à 2015. La première tranche servira d'une part à la subvention d'équilibre de l'État à la Société publique Énergie du Mali et d'autre part comme contribution à l'apurement des arriérés de l'État à ses fournisseurs. La deuxième tranche sera versée après satisfaction de la mise en œuvre des vérifications et des recouvrements fiscaux des sociétés imposables sur la base des recoupements effectués par le comité mixte de renseignement et d'investigation économique et financière et l'adoption par le gouvernement de la République du Mali de mesures de redressement du secteur de l'électricité nécessaires pour assurer l'équilibre de la Société Énergie du Mali. La ratification est une étape nécessaire pour l'entrée en vigueur de la présente convention de crédit. 2. Un projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de prêt signé à Bamako le 12 décembre 2014 entre le gouvernement de la République du Mali et le Fonds africain de développement FAD en vue du financement du projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Dans le cadre du financement du projet 1 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, le gouvernement de la République du Mali a signé avec le Fonds africain de développement un accord de prêt d'un montant de 18 195 000 unités de compte, soit 13 576 453 980 francs CFA. Ce projet, objet du présent financement, vise à éradiquer les causes structurelles des crises alimentaires et nutritionnelles aiguës et chroniques en aidant les ménages vulnérables à accroître leurs revenus, à accéder aux infrastructures et aux services sociaux de base et à construire un patrimoine permettant de renforcer durablement leurs moyens d'existence. Il permettra de développer les infrastructures rurales par le développement des infrastructures hydroélectriques et sociales de base, de conservation, de transformation et de commercialisation
commercialisation des produits agricoles, la défense et la restauration des sols, les aménagements pastoraux, l'assistance technique, le renforcement des chaînes de valeur et des marchés régionaux, la promotion des filières végétales, animales et halieutiques et l'emploi des jeunes, l'amélioration de l'accès au marché, au financement ainsi qu'à une alimentation nutritive et saine. La ratification est une étape nécessaire pour l'entrée en vigueur du présent accord de prêt. 3. Un projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de prêt signé à Bamako le 14 novembre 2014 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest-africaine de développement BEAD pour le financement partiel du projet de réhabilitation des aménagements hydrauliques de Séléngué et de Sotuba. Par le présent accord de prêt d'un montant de 25 milliards de francs CFA, la Banque ouest-africaine de développement contribue au financement partiel du projet de réhabilitation des aménagements hydrauliques de Séléngué et de Sotuba. Ce projet a pour objectif de contribuer à la fourniture régulière de l'énergie électrique à moins de coût d'ici l'horizon 2018 à travers la réhabilitation des centrales hydroélectriques de Séléngué et de Sotuba, le recouvrement des productibles nominaux des 2 centrales hydroélectriques pour 220 gigawatts et 35 gigawatts par an respectivement pour Séléngué et Sotuba, l'arrêt des centrales thermiques des localités de Kangaba et de Welesebugu pour servir de secours à celles de Séléngué et de Sotuba en cas de besoin, l'amélioration de l'accès à l'électricité pour 1200 abonnés supplémentaires dans les villes de Kangaba, Welesebugu et 15 autres localités. La ratification permettra l'entrée en vigueur du présent accord de prêt. 4. Un projet d'ordonnance autorisant la ratification des accords de prêt signés à Bamako le 27 octobre 2014 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque africaine de développement BAD pour le financement du projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Koulikoro. Dans le cadre du financement du projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Koulikoro, la Banque africaine de développement accorde au gouvernement de la République du Mali le prêt d'un montant de 6 491 000 unités de compte, soit environ 4 820 359 402 francs CFA et un prêt d'un montant de 3 millions d'unités de compte, soit 2 227 866 000 francs CFA. Le projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Koulikoro a pour objectif d'intervenir dans le domaine de la maîtrise de l'eau en lien avec l'adaptation au changement climatique et en intégrant la question foncière, d'appuyer les dispositifs de vulgarisation, d'appui conseil, d'organisation des producteurs, de transformation et de mise en marché des produits tout en développement l'entrepreneuriat agricole, de mettre en place des dispositifs institutionnels et opérationnels pour garantir la conduite efficiente de l'ensemble des activités dans le respect du calendrier, la gestion des ressources allouées, ainsi que le suivi des impacts et résultats. Il contribuera à l'allègement de la pauvreté, au renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Koulikoro, ainsi qu'à l'accroissement sur une base durable de la production des filières rizicoles et horticoles. La ratification est une étape nécessaire pour l'entrée en vigueur des présents accords de prêt. Au chapitre des mesures réglementaires au titre du ministère de l'Énergie et de l'Eau, ACAI, sur le rapport du ministre de l'Énergie et de l'Eau, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 2 à la Convention de concession pour la construction et l'exploitation de la centrale thermique au fluel lourd en botte ACAI par l'opérateur Albatros Énergie SA. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique énergétique nationale, le gouvernement du Mali a approuvé la convention de concession des travaux de construction et d'exploitation d'une centrale thermique d'une puissance garantie de 51 MW à Caille, conclue avec l'opérateur Albatros Énergie SA pour une durée de 10 ans et fonctionnant au fluel lourd. À raison de l'écart important qui existe entre la demande et l'offre d'énergie, la dite convention
de concession a fait l'objet d'un premier avenant en vue de porter la puissance garantie à 66 MW au lieu de 51 MW et l'énergie annuelle garantie à 578,160 GW au lieu de 447 GW. Le deuxième avenant intervient suite au retour d'une situation favorable dans notre pays permettant de poursuivre les travaux du projet qui avait été interrompu à cause des événements de 2012. Il vise à modifier les caractéristiques de la centrale et à porter la durée d'exploitation à 20 ans. La mise en œuvre de la convention de concession liant l'opérateur Albatros Énergie SA au gouvernement du Mali permettra notamment de contribuer à faire face à la demande sans cesse croissante en énergie électrique du pays par l'augmentation de la capacité de production d'électricité du réseau national interconnecté, d'améliorer la viabilité et la durée de vie des unités minières existantes et de favoriser la création de nouvelles unités minières et industrielles dans la zone de Caille à travers la promotion du développement du secteur de l'énergie. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières, directeur des Finances et du Matériel, Abdoulaye Koulibaly, inspecteur des Finances. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, directeur des ressources humaines, Broulaye Traoré, administrateur civil. Au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, directeur des finances et du matériel, Abdoulaye Ag Mohamed, inspecteur des services économiques. Directeur de cabinet du gouverneur de la région de Sikassou, Intalham Ag Ezarié, administrateur civil. Directeur de cabinet du gouverneur de la région de Gao, Alassane Diallo, administrateur civil. Conseiller aux affaires administratives et juridiques de gouverneur, région de Kaya, Yaya Diallo, administrateur civil. Région de Sikasso, Draman Koulibaly, administrateur civil. Région de Ségou, Abdoulaye Aboukar Touré, administrateur civil. Région de Mopti, Abdraman Tangara, administrateur civil. District de Bamako, Banya Mahamadou Djité, administrateur civil. Préfet de Bafoulabi, Ousmane Sanogo, administrateur civil. Préfet de Djiola, Dédéou Banya Maïga, administrateur civil. Préfet de Yorosso, Mamadou Djakité, administrateur civil. Préfet de Mopti, Afel B. Yatara, administrateur civil. Préfet de Badjangara, Sirima Kanouté, administrateur civil. Préfet de Djéné, Bolé Maould Babi, administrateur civil. Préfet de Gao, Zoumana Dambélé, administrateur civil première. Au titre du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, secrétaire général, Asser Kamate, magistrat, chef de cabinet, colonel Ama Aka, conseiller technique, Youssouf Kamara, administrateur civil, contrôleur général de police, Moussa Ag Infaï, commissaire principal de police, Djakaridja Diallo, commissaire principal de police, Sekou Nama Koulibaly, chargé de mission, inspecteur général de police, Moro Djakité, Sunkalo Togola, journaliste, réalisateur. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, chef de cabinet, Mamadou Tidjane Dambélé, magistrat, chargé de mission, Madame Kamara Fata Gorgo Mondo Maïga, journaliste, réalisateur. Au titre du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, directeur des Finances et du Matériel, Abdoulaye Ouedrago, inspecteur des Finances. Au titre du ministère des Maliens de l'Extérieur, chargé de mission, Madame Kani Keita, journaliste. Au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, secrétaire général, Ngolo Koulibaly, ingénieur des constructions civiles, chef de cabinet,
Lazare Tembeli, professeur d'enseignement secondaire. Conseiller technique, Abbas Yalpouli, ingénieur des constructions civiles. Issa Wologem, ingénieur des constructions civiles. Gaussou Koulibaly, administrateur civil. Amadou Maïga, ingénieur des constructions civiles. Mamadou Ouana, ingénieur des constructions civiles. Chargé de mission, Assa Sila, administrateur civil. Abdoulaye Bamba, gestionnaire. Fabou Diara, professeur d'enseignement secondaire. Directeur national de l'urbanisme et de l'habitat. Mahamadou Lamine Sidibé, ingénieur des constructions civiles. Au titre du ministère de l'Énergie et de l'Eau, secrétaire général, Lamissa Djabate, professeur d'enseignement supérieur. Chef de cabinet, Mahamadou Ouagé, professeur. Conseiller technique, Moussa Sissé, ingénieur de l'industrie et des mines. Amadou Kouita, magistrat. Tezana Koulibaly, ingénieur de l'industrie et des mines. Madame Terra Aminata Fofana, attachée de recherche. Madame Li Fatoumata Kane, ingénieur de l'industrie et des mines. Monsieur Navon Sissé, ingénieur de l'industrie et des mines. Chargé de mission, Aliou Tangara, maîtrise en gestion informatique. Madame Sissé Inanyang, agent de recouvrement à EDM-SA. Sori Ibrahima Koulibaly, gestionnaire. Inspecteur en chef adjoint. Suleiman So, ingénieur de l'industrie et des mines. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, chargé de mission, Amadan Aga Gomni, juriste. Madame Zenebou Ao, environnementaliste, territoire et santé. Monsieur Abdallah Ag Idias Imik, né en 1983, gestionnaire. Directeur des finances et du matériel, Tchekoro Doumbia, inspecteur des finances. Au titre du ministère des Affaires religieuses et du culte, directeur des finances et du matériel, Demba Kanté, inspecteur des finances. Au chapitre des communications écrites, au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, sur le rapport du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil des ministres a examiné une communication écrite relative au rapport sur la situation des établissements hospitaliers de 2010 à 2013. Au terme des dispositions de la loi numéro 02-050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière, le ministre chargé de la Santé soumet tous les 3 ans au gouvernement un rapport. Le présent rapport premier du genre a été élaboré pour évaluer les établissements participant au service public hospitalier et formuler des recommandations pour l'amélioration du système hospitalier. L'évaluation a porté sur les aspects ci-après. La mise en œuvre des projets d'établissement de certains hôpitaux de première génération qui définissent les objectifs d'un établissement dans le domaine médical, des soins infirmiers et obstétricaux, de l'accueil des malades et de leurs familles, de la politique sociale, de la gestion du système d'information de l'hygiène et de la sécurité, de la formation et de la recherche. La gestion des déchets biomédicaux, la mise en œuvre de la réforme hospitalière, notamment par le taux d'adoption des textes d'application de la loi hospitalière. Le contrat de performance des hôpitaux à travers un certain nombre d'indicateurs généraux, notamment les taux de disponibilité des médicaments, de disponibilité des équipements clés, de satisfaction des usagers, de prise en charge des 2 menus, de recouvrement des recettes, de conformité des dossiers médicaux, de conformité des étapes de la gestion des déchets. Les effets de la crise sécuritaire sur la qualité des soins dans certains hôpitaux des régions du Nord, l'analyse du coût des soins hospitaliers. Le rapport a constaté des acquis relatifs, entre autres, à la disponibilité du personnel sanitaire qualifié, à l'amélioration du plateau technique, à l'allocation de budget conséquent d'investissement, à l'implication des usagers dans les instances de décision des hôpitaux par leur représentation à leur conseil d'administration, à l'institutionnalisation de l'évaluation des hôpitaux. Il a relevé un certain nombre de points à améliorer concernant notamment
L'insuffisance dans la gestion des ressources humaines, le recueil, le traitement, l'analyse et l'utilisation des données médicales, les conditions de stockage des médicaments, la non-systématisation de l'auto-évaluation, la rareté des audits des incidents critiques, voire des accidents ou décès, l'absence d'interconnexion entre les services, l'utilisation de logiciels non adaptés aux besoins et le non-suivi des étapes de la gestion des déchets hospitaliers. Voilà pour le Conseil des ministres d'aujourd'hui. Aoui Touré. Merci Nyanya. Bonne suite de journal. Vous allez rester avec moi pour suivre le cours de ce journal. Le président de la République est en Turquie depuis hier pour une visite d'État de 72 heures. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, son épouse et sa délégation ont été accueillis au palais présidentiel par le président turc et son épouse selon le cérémonial turc réservé aux hôtes de marque. Juste après, les deux délégations ont eu une séance de travail suivie de la signature de conventions et d'une conférence de presse au cours de laquelle il a été question du renforcement de la coopération entre nos deux pays, notamment dans le domaine de la sécurité et dans le domaine de développement. Le point sur cette première journée de travail avec nos envoyés spéciaux Amadou Sankaré, Abdul Salam Bambara et Dembawan. Quelques heures après son arrivée à Ankara, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et son épouse sont accueillis avec tous les honneurs par le couple présidentiel turc. En accueillant le président Keïta, Recep Tayyip Erdogan s'est dit tout heureux de recevoir un ami et un frère. Après le cérémonial, les deux personnalités se retrouvent pour un tête-à-tête. Lors des échanges, le président Keïta et son homologue Erdogan ont passé en revue les sujets intéressant la vie de leurs pays respectifs. Justement, pour en savoir davantage sur les questions abordées au cours des échanges, le président turc et son hôte ont animé une conférence de presse. Une occasion pour le président de la République de lancer un véritable SOS pour sauver les manuscrits de Tombouctou. Tombouctou, cette ville d'émerveillement, cette ville à la culture pluricentenaire, a failli se perdre dans le sable. Elle a failli être méconnaissable. Elle a été défigurée par des hordes qui l'ont envahie au faux nom d'islam, qui l'ont défigurée, qui en ont forcé les portes sacrées, qui en ont profané les tombes sacrées, qui en ont détruit les monuments, les mausolées, qui ont failli également détruire le patrimoine humain le plus sensible, les manuscrits de Tombouctou, qui sont en même temps des chefs-d'œuvre de littérature et des condensés scientifiques très puissants. Monsieur le Président, vous nous proposez votre concours pour, encore une fois, les transcrire et les restaurer. Je vous en sais gré, Monsieur le Président. Le président de la République de Turquie, visiblement très sensible à la question, a réaffirmé son soutien au Mali dans la lutte contre le terrorisme. Et face à une menace telle que le terrorisme, tous les mécanismes internationaux, tous les organismes étatiques doivent avoir une même approche. On ne peut pas dire mon terroriste est mieux que le tien et on ne peut pas avoir une approche parallèle. C'est ce qui se passe en Syrie, c'est ce qui se passe en Irak aujourd'hui. En Afghanistan aussi, c'est ce qui s'est passé. Et on continue à le vivre aujourd'hui. Et à l'encontre, qu'est-ce qui se passe au Mali encore? Nous allons donc mettre en œuvre tous les efforts
qui nous revient. Et avec nos autorités concernantes, il faudra qu'ils soient en contact. Et grâce à ce contact, nous pouvons réaliser une telle coopération dans ce domaine. Nous connaissons le terrorisme depuis 30 à 35 ans. Nous luttons contre le terrorisme depuis plus de 30 ans. Pour booster la coopération entre les deux pays, le président de la République de Turquie a annoncé que la compagnie aérienne Turkish Airlines va très bientôt desservir Bamako. La rénovation de l'Assemblée nationale du Mali, l'appui au secteur de la culture, l'augmentation du nombre de bourses aux étudiants maliens, voilà en substance des sujets aussi abordés lors de l'audience accordée par le président de la République au vice-premier ministre turc chargé de la coopération. Le premier vice-ministre turc, vice-ministre au micro de nos envoyés spéciaux, Amadou Sankaré. J'ai été reçu par le président de la République et nous avons eu un entretien très chaleureux et très détaillé. Nous avons discuté dans certains points, surtout la coopération avec le Mali sur le domaine économique ou également le développement du capital humain ou encore la coopération culturelle. Nous avons également mentionné augmenter le nombre de chiffres des bourses octroyées aux étudiants maliens et aussi à cela s'est ajouté une visite d'hommes d'affaires turcs qui aura lieu peut-être très bientôt au Mali pour pouvoir comprendre et développer les projets de coopération au Mali. Nous avons parlé également du processus de la restructuration de l'État et nous, en tant que Turquie, nous avons déjà amené notre soutien politique, mais nous sommes prêts à amener notre soutien dans tous les autres domaines aussi en question. Nous avons également mentionné la rénovation de l'immeuble de l'Assemblée du Mali, qui est un projet de prestige tout autant pour le Mali, mais également pour la Turquie. Ce sont donc des éléments de stabilité politique, surtout tout ce dont je viens de mentionner. Autre temps fort de cette visite, le président de la République a inauguré les nouveaux locaux de l'ambassade du Mali en Turquie. L'infrastructure offre toutes les commodités pour mener à bien les missions assignées au personnel de l'ambassade et la construction de cette ambassade a été financée sur budget national. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. C'est au cœur de la capitale turque, Ankara, que se dresse désormais l'ambassade du Mali. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a saisi sa visite d'État dans ce pays pour inaugurer l'infrastructure. L'ouverture de cette représentation diplomatique va certainement donner un coup d'accélérateur aux relations entre le Mali et la Turquie. Un challenge parce qu'il y a beaucoup de défis économiques que notre pays a à relever. Et nous sommes convaincus qu'avec l'accompagnement de la Turquie, sans que ce soit un accompagnement tutélaire, mais un accompagnement de collaboration, nous pourrions en symbiose faire en sorte que les potentialités de notre pays puissent être développées. Et notre force à nous au Mali, c'est que nous venons en Turquie pas en demandeur, mais en partenaire, conscient de nos possibilités et de nos ressources. Une ambassade, ce sont les fonds du Trésor, donc votre impôt, mon impôt, l'impôt de tous les Maliens. Pour les opérateurs économiques maliens, cette initiative des autorités va faciliter les différentes transactions. Dans le domaine de construction, ils sont très forts. Dans le domaine des matériels, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, là aussi, c'est très intéressant. Le coût est faible au rapport des autres pays. Donc tout ça là, ça permet des choses d'aller mieux et vraiment de faire des pas pour intégrer les deux choses ensemble. Aujourd'hui, l'ambassade a besoin de plus de personnel pour tourner à plein régime. D'autres éléments de reportage de cette visite du président de la République en Turquie dans nos éditions de demain avec nos envoyés spéciaux. Ici à Bamako, l'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA est à Bamako. Donc l'association a rencontré aujourd'hui le médiateur de la République et le Premier ministre. Au cours de ces rencontres, les voies et moyens nécessaires à la réussite de l'intégration ont été évoqués. Et c'est ainsi que le Premier ministre a particulièrement insisté sur l'implication de l'association dans la prévention des conflits. Audience suivie par Mamourou Sidibé.
Avec le médiateur de la République, l'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA a sagement échangé sur les questions intéressant les populations des pays de l'espace UEMOA. Ces consultations sont destinées à nous informer sur l'évolution et l'intégration du médiateur dans le processus de règlement des conflits et d'autre part d'avoir un aperçu sur les perspectives de croissance et d'évolution d'une manière générale de la cohésion sociale dans chacun de nos pays. Il a été également question de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Nous voulons échanger avec les opérateurs et avec les acteurs des États de telle manière que nous puissions non seulement mettre le doigt sur les difficultés actuelles, mais également, cogiter et trouver les suggestions qui permettraient de pouvoir, réussir cette intégration. Chez le Premier ministre, la prévention des conflits a été essentiellement évoquée. Le Premier ministre y a répondu, il a dit que nous devrions d'abord nous orienter vers la prévention, à savoir ne pas attendre pour éteindre les feux là où ils s'allument, mais intervenir avant que le feu ne s'allume. En fin d'entretien, le Premier ministre a promis son soutien aux médiateurs dans leur démarche au sein de l'Union. Je vous le disais hier, une forte délégation de l'Assemblée nationale était en visite. Au nombre de 9, les élus de la nation, conduits par le député Badjan Agmatou, sont allés témoigner de leur solidarité aux familles endeuillées et aux blessés des événements douloureux de la cité des Askia et de Tabancourt. Gao, la correspondance de Drissa Kone. Cette délégation, composée de 9 députés, un conseiller parlementaire et un de la défense, était conduite par Badjan Aga Amatou, 6e vice-président de l'Assemblée nationale. Ces locataires de l'hémicycle sont venus témoigner leur compassion aux populations de Gao suite aux événements tragiques du 27 janvier dernier. Les activités ont commencé par une visite à l'hôpital Hangadumbo Moulay Touré, où sont pris en charge les blessés de la marche et ceux des affrontements de Tabancourt. S'en est suivi la rencontre avec la société civile, les chefs de service et les leaders d'opinion. Le président de l'Assemblée nationale, à travers cette modeste délégation que vous avez devant vous, nous a chargé d'exprimer ici que l'Assemblée nationale est de cœur avec vous, avec toute la population de Gao. Chers compatriotes, nous déplorons les regrettables événements ayant opposé les citoyens de la cité des Askia et la MINUSMA. Et tenons à vous informer que la MINUSMA, qui a accepté par notre pays et par tout notre peuple, est là seulement pour la sécurité de nos populations. Aux disparus, nous prions Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, pour qu'il les accueille dans son paradis. Quant aux blessés, nous leur souhaitons un propre rétablissement. Chère population de Gao, nous ne saurions clore ces mots sans vous réitérer la ferme volonté de l'Assemblée nationale à vous apporter toute son assistance, car le Mali restera un et indivisible et uni. Comme le dira un éminent penseur, le Mali est un grand bateau. Il peut tanguer, mais il ne chavirera jamais. Les députés apprécient la bravoure et la vigilance des jeunes de Gao. C'est pourquoi ils promettent d'user de tout leur pouvoir afin que les victimes soient dédommagées et que justice soit faite. En plus des messages d'apaisement, des membres de la délégation ont rappelé que la communauté internationale ne doit pas être notre ennemi. L'Assemblée nationale est consciente de la complexité de ce que vous vivez, de ce que les Maliens dans leur diversité vivent.
C'est tous ensemble que nous pouvons relever le défi. Pour mieux comprendre les faits, la délégation s'est longuement entretenue séparément avec la MINUSMA et les jeunes de Gao. Comme contribution, la délégation a remis une enveloppe d'1 million de francs CFA et Aïdara Echata Sissé 1 million et 2 tonnes de mil aux victimes. Restons avec l'Assemblée pour dire que le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session extraordinaire en cours se tiendra demain jeudi 5 février et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des délibérations des projets de loi intéressant la vie de la nation et la séance est publique. Le Mali s'engage à lutter efficacement contre les tracasseries routières. Une réunion sur le sujet a regroupé ce matin tous les acteurs de transport à l'Institut national de formation judiciaire. Daouda Sidiki Diarra était présent. Le temps de l'action est venu. Les acteurs du transport au Mali sont convaincus que les actions de sensibilisation ne peuvent à elles seules suffire pour venir à bout du racket et des tracasseries routières. D'où cette réunion sur la problématique du contrôle routier. Ce que nous proposons en tant que transporteurs, c'est que l'État applique les textes qui sont à la matière. Ça veut dire quoi? C'est de démanteler les postes. C'est même de donner un numéro vert aux transporteurs au cas où ils ne se comprennent pas avec les agents, qu'il y ait une interface, quelqu'un à qui il peut s'adresser pour trancher. Ces flux néfastes à l'économie nationale contribuent également à ternir l'image du Mali. C'est pourquoi des mesures draconiennes seront prises à l'encontre des percepteurs illicites. Nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes et de prendre un certain nombre de mesures que nous sommes en train de discuter avec eux afin qu'on arrête cela et de façon radicale. À partir de l'instant où on commence à vouloir percevoir de l'argent, que le chauffeur gare son véhicule, qu'il aille directement rencontrer au procureur de la République, au juge de paix à compétence étendue, lequel va saisir immédiatement le parquet général, qui aura l'obligation de prendre toutes ses responsabilités. Malgré l'organisation des caravanes sur les différents corridors afin de sensibiliser les agents des postes sur le sujet, rien n'a changé. Il revient aussi aux chauffeurs de mettre les véhicules en bonne condition pour ne plus arranger les postes, comme ils le disent dans leur jargon. Spécialistes maliens et français communiquent sur le cancer à travers une visioconférence à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer. Les deux conférences se sont déroulées simultanément à Paris et à Bamako avec l'initiative, c'est une initiative de la coopération médicale contre le cancer au Mali. Agali Aguissa, compte rendu. 2 millions de personnes dans le monde souffrent du cancer. C'est pourquoi le 4 février de chaque année est dédié à la lutte contre la maladie. C'est dans ce cadre que Oncomali, la coopération médicale contre le cancer au Mali, a mobilisé ses partenaires pour échanger sur les enjeux de la maladie qui deviennent de plus en plus un problème de santé publique. Une pléiade de spécialistes français et maliens se sont prononcés sur l'évolution de cette maladie dans le monde et plus particulièrement au Mali à travers une visioconférence. L'année dernière, en 2014, nous avons recruté 656 nouveaux cas de cancer, soit au moins chaque année une augmentation de 15%. À cette cadence, nos équipes ne pourront pas tenir. La maladie qui se développe chez des patients de tous les âges préoccupe au Mali. C'est pourquoi le gouvernement tente de rattraper le retard en rendant le diagnostic et le traitement gratuits. L'État a mis à la disposition une enveloppe entre 200 et 400 millions de francs CFA seulement pour la prise en charge de cette maladie. L'État aussi a aidé des structures sanitaires à avoir des méthodes de dépistage simples de certains cancers majeurs chez la femme. Les médicaments anticancéreux sont gratuits et les médicaments qui nous servent aussi à prendre en charge la douleur aussi est gratuit. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Le manque d'un personnel qualifié, d'un équipement adapté, l'absence d'un système de tarification des actes sont entre autres difficultés entravant l'évolution des traitements au Mali. La Banque mondiale renforce les capacités des journalistes économiques et lors des conseils fiscaux, et cela en matière de crédit bail. C'était hier à la Maison de la Presse en présence de notre reporter Daouda Sidiki Diarra.
Le crédit bail est un contrat de location à durée déterminée passé entre une entreprise et une banque ou un établissement spécialisé. Pour mieux comprendre les mécanismes des fiscaux, la Banque mondiale a organisé cette formation à l'intention de l'ordre des conseils fiscaux et du réseau des journalistes économiques. Ça n'existe pas un historique de prêt, ça n'existe pas une garantie. Donc, mais cela suppose aussi qu'on change le cadre légal pour sécuriser en tout cas le crédit bailleur. Et il deviendra beaucoup plus souple dans l'octroi des crédits et permettra ainsi aux PME et aux TPE d'accéder au financement beaucoup plus facilement. Et par conséquent, ça va réduire la pauvreté et aussi les inégalités. Le crédit bail répond aux besoins des financements des PME. Cette formation est une aubaine pour les bénéficiaires. L'ordre des conseils fiscaux, nous en avons beaucoup tiré profit dans la mesure où le cadre encore légal n'est pas encore bien défini au Mali. Donc ça nous a permis de comprendre déjà qu'est-ce qui se passe dans les autres pays. Et ça nous permet surtout de préparer une proposition de cadre légal pour le Mali. Donc l'avantage majeur, c'est surtout ça, c'est de savoir comment le crédit bail fonctionne dans les autres pays, quel est le cadre législatif et fiscal dans les autres pays, et à partir de là, s'en inspirer et puis faire une proposition aux autorités maliennes. Élections communales et régionales, les électeurs potentiels du district de Bamako participent de façon timide aux opérations de révision exceptionnelle de la liste électorale en cours. C'est du moins le constat fait par le gouverneur du district au terme de sa visite aujourd'hui dans les 6 commissions administratives en charge de cette révision. Compte rendu, Nouhoum Sissoko. Cette visite des 6 commissions de révision de la liste électorale du district de Bamako a permis au gouverneur de constater la présence effective des membres. Il s'agit des représentants des partis politiques, de l'administration et de la délégation générale aux élections. Ces différentes commissions sont dans le même embarras. Nous avons commencé à traiter les tableaux de validation, les tableaux de correction et les tableaux de radiation. Mais l'affluence n'est pas. Nous sommes aujourd'hui au nombre de transferts. Nous avons 9 transferts et la radiation 37. Donc pour les validations, pour les nouveaux majeurs, eux, ils ne se présentent pas. Je ne sais pas si c'est un problème de communication, un problème d'information. En tout cas, eux, ils ne viennent pas pour leur validation. Selon les responsables de ces commissions, les potentiels électeurs choisissent les derniers jours de l'opération pour se présenter. Par ailleurs, à en croire le gouverneur du district, cette actualisation de la liste électorale est un des préalables à la tenue d'une bonne élection. La qualité de ce travail importe qualité du fichier électoral. La liste électorale qui va sortir est tributaire de ce travail. Et si ce travail est bien fait et accepté de tout le monde sera sur la liste et ça va énormément aider le pays à gagner en stabilité. Et avant, pendant et après élection. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je pense qu'il est souhaitable que les gens perçoivent les enjeux et sortent pour aider à faire ce travail. Le gouverneur a invité les autorités municipales à mettre à contribution les radios de proximité et les leaders communautaires pour la réussite de cette révision de la liste électorale. Le gouverneur du district de Bamako rappelle aux populations du district que dans le cadre justement de l'organisation des élections municipales, régionales et du district, les opérations de révision exceptionnelle des listes ont commencé depuis le 1er février et se poursuivront jusqu'au 20 février 2015. À cet effet, des commissions administratives de révision exceptionnelle sont installées dans les 6 communes. Par conséquent, le gouverneur invite la population à sortir massivement afin d'accomplir leurs opérations de transfert, de radiation ou de validation. Les responsables des partis politiques sont particulièrement invités à bien vouloir mobiliser leurs militants en vue d'effectuer ces importantes opérations. Dans la cité des 333 100, les régionales et communales se préparent activement. C'est dans ce cadre que les sous-préfets, les secrétaires généraux des mairies ont commencé une formation sur la révision des listes électorales. Nous retrouvons de Tombouctou, Nya Faskoui. À Tombouctou, l'organisation des élections rentre dans sa phase pratique.
Pour ce faire, les secrétaires généraux des communes, les présidents des commissions administratives d'établissement des listes électorales et sous-préfets sont en formation sur la révision des listes électorales. Pour les autorités régionales, tout se passe bien dans la plupart des cercles. Au niveau de la 6e région, nous avons jugé utile de venir voir comment le processus est déclenché au niveau du cercle de Tombouctou. Et nous avons compris que ça a effectivement a été mis en place. La formation se déroule correctement et en voie d'achèvement. Et très bientôt, la révision elle-même va débuter. Et là, de même dans tous les cercles, exception faite de Gundam, pour des mesures de sécurité. Et cela n'a pu se faire, mais nous sommes en train de prendre toutes les dispositions nécessaires et utiles, et même urgentes, pour pouvoir être même rythme que les autres. Sur place, la délégation générale aux élections a déployé une trentaine d'agents pour appuyer les équipes locales. Nous sommes là pour appuyer la commission administrative dans le cadre de la radiation, la validation et puis les transferts des électeurs. Nous sommes au nombre de 6 dans la commune urbaine. Ensemble, les dispositions sont en cours pour la réussite des différentes opérations liées aux élections régionales et communales. C'est bien parti pour la 11e édition du festival sur le Niger. Les activités ont démarré ce matin par le colloque international de Ségou au centre culturel. Le colloque débat du thème culture et emploi, quelle industrie culturelle pour l'Afrique. L'ORTM est au cœur de cet événement avec nos envoyés spéciaux Mohamed Diarra et Aboubakar Traoré. Le colloque de Ségou est un événement phare du festival sur le Niger. D'éminentes personnalités se retrouvent pendant 3 jours pour aborder un thème d'actualité. Nous avons choisi ce thème cette année, c'est le thème des industries culturelles, culture et emploi. C'est extrêmement important pour nous, eu égard à la situation de notre pays, mais aussi eu égard à la situation des industries culturelles dans le monde aujourd'hui, qui est une part significative dans les économies. L'édition 2015 pose donc la problématique des industries culturelles à travers le thème culture et emploi, quelle industrie culturelle pour l'Afrique. Ici, au centre culturel coréen, les panélistes sont convaincus que la culture est un facteur incontournable pour le développement. Ils croient aussi à la richesse culturelle du Mali. Le Mali a une richesse, disons, dans la musique. Il y a un foisonnement d'artistes musiciens, dans l'artisanat aussi. Donc je pense que le Mali gagnerait vraiment beaucoup à professionnaliser ce secteur, tant dans la formation, tant dans les moyens justement pour pouvoir faire décoller des petites entreprises. Il y a un aspect politique, mais il n'y a pas que cela. Vous savez que nos pays sont en relation avec d'autres pays et il y a différents acteurs internationaux qui pèsent sur la vie économique et sociale dans nos différents États, et tout ce poids-là ne favorise pas toujours l'émergence d'une économie vraiment indépendante. Les conclusions de ce colloque appelé Appel de Ségou devront servir de support pour les autorités maliennes à bâtir une industrie émergente. On peut affirmer sans se tromper que la création d'emplois est une préoccupation majeure de tous les États africains. Il s'agit pour le colloque d'apporter une contribution remarquable à l'identification, mais aussi à l'émergence d'industries culturelles appropriées pour l'Afrique dans ses efforts de création d'emplois. Pendant la discussion, il s'agira pour chacun d'apporter sa petite idée pour une Afrique plus industrialisée avec à la clé la baisse du taux de chômage. Je le disais donc, l'ORTM au cœur de cet événement avec tous les soirs un journal, un festival sous la coordination de Ibrahima Traoré depuis Ségou. D'un festival à un autre, Kita vient d'abriter le lancement de la première édition du festival Yeredon. Le festival proprement se déroulera du 20 au 22 février prochain à Kita. L'objectif recherché par l'initiateur, un natif de la localité, est de donner à Kita justement son identité culturelle, et plusieurs activités ont déjà émaillé le lancement du festival. Envoyé spécial Youssouf Diakité. Cette première édition du festival Yeredon avait mobilisé du monde à Kita. L'objectif recherché par l'initiateur est de donner à la localité son identité culturelle.
L'objectif principal est de mettre en valeur d'abord la culture malienne et puis la culture de Kita. D'aider aussi les artistes en herbe qui sont à Kita pour que chaque année on a un lauréat qui peut défendre la culture malienne partout. Mais à travers ce festival-là, je pense qu'il y aura la visibilité. Et même si tu n'as pas été lauréat, il y aura des gens dans la masse qui peuvent vous apprécier et puis vous aider parallèlement au festival. L'événement qui nous réunit aujourd'hui marque incontestablement, après plusieurs années d'hésitation et de léthargie, dans ce domaine, le renouveau de l'action culturelle au niveau du cercle de Kita. Le cercle de Kita regorge d'un riche patrimoine culturel non exploité à Suez. C'est pourquoi ce festival est dont j'ai l'insigne honneur de présider aujourd'hui se veut un espace d'unité, de cohésion sociale et d'amitié dans le cadre du façonnement de notre identité nationale. Plusieurs activités ont témoigné le lancement de ce premier festival, notamment la compétition entre les artistes de la localité. 22 au départ et 11 artistes retenus au finish. Ces 11 artistes vont activement participer au festival qui se déroule du 20 au 22 février à Kita sous le thème Réconciliation nationale. Kita Koulo, Kita Boudofo. Les autorités politiques et administratives de Nioro du Sahel ont accueilli à leur passage la 10e édition de la caravane humanitaire dénommée Rallye Bamako-Budapest. Partout où les caravaniers sont passés, ils ont fait des dons à l'endroit de la population. Nioro, Moussa Diakité, compte rendu. Il s'agissait au cours de cette cérémonie, certes modeste mais pleine de sens pour les autorités locales, de saluer les efforts des organisateurs de cette 10e édition après 2 ans d'interruption et de montrer aux populations l'importance et le caractère humanitaire de la caravane. Il y a 10 ans que nous avons commencé la Budapest Bamako, une caravane humanitaire que nous avons eu à initier avec nos amis hongrois. C'est des particuliers, c'est monsieur tout le monde qui peut participer à cette caravane, pouvoir amener des dons sur le Mali et venir en aide aux populations du Mali. Donc essayer de développer aussi la coopération entre la Hongrie et le Mali. C'est des groupes de personnes qui mettent leurs moyens en commun pour venir en aide à des populations dans notre pays. Tout cela vraiment nous enchante et nous aimerions vraiment que ces gens puissent continuer régulièrement les activités à l'endroit des plus vulnérables dans notre pays. Composé à 80% de Hongrois et à 20% d'autres nationalités, les participants à cette 10e caravane ont pris départ à Budapest, traversé le Sahara avant de rentrer au Mali par Gogi, commune rurale située à 80 km au nord de Nioro. Fanaday Entertainment, en partenariat avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, s'active pour la réalisation de la 2e édition de la Case des métiers. Pour faire le point des préparatifs de cette émission télé-réalité, les concepteurs étaient face à la presse ce matin. C'était à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. La Case des métiers a pour objet de promouvoir l'emploi des jeunes conformément à la politique du gouvernement. Fousseini Tunkara a suivi ce point de presse. La Case des métiers est le 4e concept de Fanaday Entertainment après Case Sanga, Case Salamaya et la Case du Ririel Bougou. La première édition de la Case des métiers a concerné le secteur de l'animation radio et télé. La 2e édition, qui se prépare activement en collaboration avec le ministère en charge de l'emploi, de la jeunesse et de la reconstruction citoyenne, tourne autour du secteur BTP. Selon les initiateurs, cette innovation n'est pas fortuite. Le moteur même de l'économie, c'est le BTP. Partout au monde. C'est à ce titre qu'on s'est dit qu'il faut qu'on construise le Mali ensemble. Plusieurs autres préoccupations ont été soulignées par les journalistes, comme par exemple les critères de sélection des candidatures. Il y a d'abord la sélection théorique qui va se faire, d'abord la connaissance du matériel que l'ouvrier utilise, que ce soit le peintre, le maçon, le ferrailleur et autres, l'importance que ça a, pourquoi vraiment lui-même il adopte ce métier, pourquoi il doit faire ce travail. Et au-delà de ça, nous avons aussi la sélection pratique.
alors qui va se faire pendant le casting. On va essayer de faire peut-être des pans de mur pour voir le cas du plombier, le maçon. Un maçon, par exemple, peut être bien dans l'élévation, mais il peut être mauvais un peu dans les enduits. Donc il y a tous ces facteurs-là qu'il faudrait voir pour trouver vraiment de très bons ouvriers. Voilà. Pour mener à bien cette seconde édition des cases des métiers, 150 millions de nos francs seront injectés, chiffre avancé par les initiateurs. Auparavant, la lauréate de la première édition, Mademoiselle Aminata Sidibé, aujourd'hui employée à l'hôtel Radisson, a été présentée à la presse. Page 15 de ce journal, le ministère des Sports a invité la presse pour parler de la participation des Aigles du Mali à la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Malgré l'élimination des nôtres, il faut le rappeler, les Aigles sont tombés, les armes à la main. Le département des Sports réitère la fierté du gouvernement au peuple malien pour sa mobilisation autour des Aigles. Compte rendu de ce point de presse avec Aldjouma Atina. Les Aigles du Mali ont été éliminés à la 30e Coupe d'Afrique des Nations avec les armes à la main. Malgré le sort, Serou Keita et ses coéquipiers ont porté haut le drapeau malien au firmament des nations. De quoi rendre fier le gouvernement à travers le département des sports, qui réitère toute sa reconnaissance à la nation malienne pour le travail abattu en Guinée équatoriale. Nous avons fait en sorte que cette CAN soit, et les CAN à venir soient plus une affaire malienne qu'une affaire d'un département des sports ou d'une seule fédération, parce qu'il s'agissait de l'image du Mali à l'étranger. Nous avons été choqués, c'est le sentiment général, par le sort qui nous a été réservé, mais aucun Malien n'a été déçu de la prestation de l'équipe nationale. En Guinée équatoriale, la prestation honorable des Aigles est due à l'engagement du peuple malien qui a cru, soutenu et accompagné nos joueurs, avec en premier lieu le chef de l'État qui n'a pas lésiné sur les moyens. Je tiens ici à saluer le président de la République qui s'est fortement impliqué. Les textes existants depuis au moins maintenant 7 ans font qu'on ne peut pas dépasser 7 millions par exemple. C'est juste un exemple que je prends pour la prime de qualification. C'est vrai qu'habituellement, on a donné 10 millions, mais en violation de ces textes. Puisque la confiance qui a été manifestée envers ce président, c'était surtout pour redresser le pays. Donc il était important pour le gouvernement, pour les services financiers, que le texte d'abord soit revu avant d'accorder les dîmes. Il a fallu l'intervention du président de la République. Au cours du point de presse, le ministre des Sports a exhorté le peuple malien à se mobiliser autour des autres sélections qui s'apprêtent à défendre les couleurs nationales. Les regards sont désormais tournés vers les cadets qui participent à la CAN de leur catégorie le 15 février prochain au Niger. CAN 2015, la compétition se poursuit donc sans les Aigles. La Côte d'Ivoire est la première équipe qualifiée pour la finale. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu les léopards de la RD Congo 3-1, match que vous avez pu suivre sur cette même antenne. Et la Côte d'Ivoire retrouve ce niveau de compétition 3 ans après. Le résumé avec Siragatou Sissé. Quand on assiste à des matchs comme ça... Les éléphants de Côte d'Ivoire en finale de CAN pour la 4e fois, 92, 2006, 2012 et 2015. Les Ivoiriens ont mis le turbo en marche. À la 21e minute, Wilfried Bony, déséquilibré, trouve Yaya Touré. Le capitaine envoie une frappe de toute beauté. Le gardien Robert Kijaba n'a vu que du feu. Les Congolais répliquent. Le défenseur Eric Bertrand Bailly provoque un penalty suite à une faute de main en pleine surface de réparation. Dieu merci Bokani, sans trembler, égalise à la 24e minute. Les éléphants désaxent la défense congolaise. Gervinho, servi par Wilfried Bony, trompe Kijaba pour le 2-1 à la mi-temps. La Côte d'Ivoire impose pratiquement sa loi à la RD Congo en seconde période. 68e minute, Serge Wilfried Canon du genou marque le 3e but ivoirien.
l'exploit des léopards de la RD Congo en quart de finale face au Congo ne sera pas réédité. La Côte d'Ivoire est bel et bien au rendez-vous 3 ans après celui perdu contre la Zambie de Hervé Renard, aujourd'hui à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Quelle histoire! Fin de course pour la RD Congo et nous sommes ainsi sévrés de la danse fétiche de Robert Kidjaba, le célèbre goalkeeper de l'équipe de RD Congo. Et demain, à suivre demain jeudi, la deuxième finale qui opposera le pays organisateur, la Guinée équatoriale et le Ghana. La finale est prévue pour dimanche 8 février. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rachel Tessougué, demain, 10h, 13h, et je me ferai le plaisir, Inch'Allah, d'être là pour la grande édition après le match Guinée équatoriale-Ghana. Excellente nuit à tous. Au revoir.